Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, tu nous entends? Tu m'entends? Oui, oui, Parfait. je t'entends parfaitement. Moi aussi. Bon, bonjour, Madame Meyer. Bonjour. Comment on va faire pour le PowerPoint? Est-ce qu'on peut tester ou Oui, on peut tester. il faut que je Non. fasse... Vous l'avez reçu déjà, de toute façon. Oui, je l'ai reçu. D'accord. Et je pourrais cliquer sur les... J'aurai la main pour les slides? Si vous l'ouvrez, parce que je vous ai nommé D'accord. notes, et Et donc alors, je vais essayer de faire... Attendez, il faut que je retrouve... Non, c'est pas Excel que je veux. C'est pas ça. D'ailleurs, si je ne me vois pas, c'est normal. Partager l'écran. Voilà. on ne te voit pas du tout, hein. Vous ne me voyez L'animateur pas. a désactivé le partage d'écran. D'accord. Alors, Je partage vais- d'écran, ça ne... Non, je n'ai pas la main. L'animateur a désactivé le partage d'écran pour les participants. je vais l'animer. Je vais le mettre tout de suite. Page d'écran. J'ai toujours le message de... Réessayez, s'il vous plaît. Voilà, Là, c'est bon? c'est bon. Voilà. Tidiane, on ne te voit pas. Oui, alors attends, je vais essayer Ta caméra est coupée. Là, ça, c'est bon ou Et pas? puis, je regarde si je peux essayer de faire diaporama. Attendez, animation, diaporama. Si je peux faire sauter la partie de gauche, mais je ne sais pas, parce que sinon, vous n'allez rien voir. Si, vous y voyez? Oui, Si on oui, voit, oui. là on voit. Vous voyez, OK. Parce que sinon, Oui. d'habitude, on peut arriver à faire diaporama à partir du début. Voilà, Oui. c'est mieux là, non? Oui, c'est mieux. Ouais, là, vous voyez tout. OK. Yastu, tu me vois ou pas? Pas du tout. Ah oui, là c'est bon. Là, c'est bon? Attendez, moi, je vois Tidiane. Je Oui, vois qui c'est d'autre? Je ne sais pas qui je vois d'autre. Reste tout. Non, les seules images que je vois, c'est vous deux. bon. Effectivement. Oui. Les autres, je pense, n'ont pas mis leur caméra. D'accord. Mhm. En tout cas, pas pour le moment. Je ne sais pas si Oui. je l'avais tout à l'heure ajouté comme co-hôte, le professeur Kakai ainsi que Mamadou Lamine Sarr. Oui, ils sont tous les deux là. D'accord. Donc, on peut démarrer. Il est 16h30. Oui. Voilà. Donc, bonjour tout le monde, chers professeurs, chers invités. Merci de nous avoir rejoints cet après-midi dans le cadre de ces webinaires, de ces séries de webinaires qui rentrent dans le programme sociopolitique de Nubian LAN, Nubian LAN IRAP. Et donc, ces webinaires sont organisés dans le contexte électoral justement de 2023, 2024, 2025 dans lequel nous sommes. C'est une période, je pense, qui connaît actuellement le maximum possible d'élections au niveau continental, mais au-delà aussi au niveau du monde. Et donc, c'est dans ce cadre-là que rentrent ces sociopolitiques critiques sous deux formes. D'abord, au Sénégal, on avait tenu à recevoir les candidats, à les inviter
à les entendre aussi dans le fond par rapport à leur programme, par rapport à ce qu'ils proposaient, et justement pour pouvoir dépasser toute cette politique politicienne, partir, discuter de programmes. Vraiment, c'était pour cela que ça a été initié. Et donc, nous avons commencé à les recevoir un à un jusqu'à ce qu'on ait eu le 3 février la surprise, c'est-à-dire l'interruption du processus électoral qui n'est pas totale puisque justement, on va reprendre les invitations, on va reprendre les réceptions de candidats bientôt. Et puis, d'autre part, nous avons aussi les webinaires sous le format Afrique en avant, Afrique en discussion. Et donc, dans cet état de fait, nous avions eu à organiser un premier webinaire dont les discutants avaient mis en avant le fichier électoral, l'importance du fichier électoral, essentiellement dans les élections en Afrique, particulièrement au Sénégal, en mettant l'accent sur les statistiques, sur les chiffrages qu'on pouvait avoir, et notamment sur la tangibilité de ce qu'on appelle le fichier électoral, la crédibilité du fichier électoral au Sénégal. Au-delà de ça, il a été aussi question justement de traiter des questions démocratiques sous plusieurs angles. Et aujourd'hui, effectivement, c'est sous l'angle de la démocratie électorale, donc de l'électorat, notamment sous l'angle des variables lourdes qui sont questionnées ailleurs et qui le sont moins en Afrique. Et donc, c'est pour cette raison que nous avons tenu à recevoir ici aujourd'hui professeur Mayer, Mona Meyer, connue justement pour être une connaisseuse, une experte dans le domaine de la sociologie électorale en particulier, qu'on va présenter tout à l'heure, mais aussi le professeur Yin Kakai du Bénin, de l'université Abomey-Calavi. Je vais revenir aussi sur sa présentation, notamment Mamadou Lamine Sarr. Oumar Dia aussi devait nous rejoindre. Malheureusement, il a eu un contretemps de dernière minute. C'était justement pour amener une touche philosophique Oui. à ce débat. Malheureusement, il a eu un contretemps de dernière minute et donc il ne pourra pas nous rejoindre. Et en dernier lieu, on a notre modérateur qui sera le maître du jeu tout à l'heure, donc Sherti Denso. Et donc, permettez-moi rapidement de faire une petite présentation de chacun d'entre vous tout de suite. Donc, Nona Meyer est une chercheuse en sciences politiques, donc directrice de recherche émérite au CNRS. Elle est aussi rattachée au Centre d'études d'études européennes et de politique comparée à Sciences Po Paris. Elle est responsable de la série contestée de presse Sciences Po, professeure, Meyer et spécialiste de la sociologie électorale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et quant à ses publications, elles sont nombreuses, mais on va en citer quelques-unes, dont les dernières, à savoir Sociology and Political Participation, les mots qui fâchent contre le macartisme intellectuel, ou encore le Rassemblement national est-il amnésique? Voilà. Ensuite, nous avons le professeur Kakai, qui est agrégé de sciences politiques, professeur titulaire des universités, pratiquant à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin. Il est aussi membre du jury de CAMES de sciences politiques et directeur du Centre d'études sociologiques et de sciences politiques. Professeur Kakai est aussi spécialiste de la sociologie politique, notamment de la sociologie de l'État. Il est l'auteur de l'action publique face aux dommages écologiques au Bénin, du changement, un levier d'action en démocratie, entre autres de ses publications qui sont aussi nombreuses. Enfin, nous avons Mamadou Lamine Sarr, pour ce qui est des panélistes. Nous avons Mamadou Lamine Sarr, docteur en sciences politiques, maître de conférence à l'université Cheikh Hamidou Kane, ex-UVS. Il est aussi responsable du master paix, sécurité et développement. Ses domaines de recherche portent sur les relations internationales, l'analyse de politique étrangère et les méthodes de recherche en sciences sociales.
Enfin, nous avons le docteur Shartidan Sow. Shartidan Sow est un cadre exécutif polyvalent, on peut le dire, parce que c'est un mathématicien, c'est un informaticien, c'est aussi un coach. Il est informaticien, gestionnaire de projets industriels, ingénieur concepteur, mais aussi coach exécutif et politique. Et donc, c'est à lui que je vais laisser la parole. Il va modérer ce panel et laisser à chacun le temps imparti. Encore merci beaucoup à toi, Tidiane. Merci beaucoup, Néastou. Bonjour à tous. Je pense que c'est complet et qu'on peut démarrer. Donc, alors, comme on a un panéliste qui est absent, Monsieur Dia, comme vous l'avez dit tout à l'heure, bon, nous allons avoir un peu plus de temps pour nous. Et donc, je vais sans tarder donner la parole à Madame Meyer, qui va nous parler des variables classiques du vote, voir dans quelle mesure elles s'appliqueraient en Afrique. Donc, Madame Meyer, je vous donne la parole et vous avez à peu près une vingtaine de minutes pour nous exposer pour nous parler de votre exposé. Merci. Merci infiniment de m'avoir invitée et je suis très heureuse que cette séance puisse se tenir quand même, malgré la situation difficile que traverse le Sénégal. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est pas facile, c'est de résumer en 20 minutes un siècle ou deux de travaux sur le vote. Alors, je présenterai plutôt les modèles explicatifs du vote que les variables, à partir de ce que je connais le mieux, c'est-à-dire le vote dans les démocraties occidentales, en particulier en France et en Europe, et en essayant de ne pas faire de l'ethnocentrisme. On avait un professeur belge qui s'appelait André-Paul Fronier et il comparait la comparaison à une autoroute à deux voies. Donc, on va essayer de faire des échanges croisés dans les deux sens. Et il y a un article qui est très intéressant sur ce que je voudrais essayer de faire avec vous, c'est faire voyager les concepts et hybrider les modèles. C'est ce qu'ils ont fait, Mounia Benani-Shraibi et Olivier Filleul, dans leur travail sur les mouvements sociaux dans les sociétés musulmanes. Alors, d'où on va essayer de faire pareil pour le vote. Alors, je voudrais faire une introduction rapide avec les définitions, expliquer pourquoi j'ai choisi c'est les trois modèles que je vais vous présenter. Après, il y aura grand 1, l'archéologie des grands modèles explicatifs du vote. 2, des conseils pour leur bon usage. Et puis, en conclusion, ça sera est-ce que c'est utile pour comprendre le comportement électoral au Sénégal et en Afrique aujourd'hui? Mais ça, c'est plutôt vous qui le direz. Alors, il y a trois choses que je voudrais voir ensemble avec vous dans cette intro. C'est qu'est-ce qu'un modèle, d'où ça vient et pourquoi j'en ai choisi certains plutôt que d'autres. Ben, un modèle, c'est un modèle réduit du phénomène analysé pour le rendre intelligible. Donc, c'est par définition réducteur. On ramène la complexité du réel à un petit nombre de dimensions ou de variables. Et c'est plus ou moins formalisé. Et surtout, les modèles des sciences sociales n'ont pas grand-chose à voir avec ceux des sciences de la nature. Ils ne prennent leur sens que dans le contexte culturel et historique singulier où ils ont été élaborés. Donc, il faudra s'en souvenir avant d'appliquer ces modèles à la réalité sénégalaise. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est les modèles occidentaux et leur histoire. Elle est liée à l'histoire du vote, de la conquête du droit de vote en Occident. En France, c'est une histoire d'à peu près 2 siècles, avec l'extension progressive du suffrage universel, d'abord censitaire, puis uniquement les hommes, puis ensuite les femmes, et puis ensuite l'âge du vote a baissé jusqu'à 18 ans. Il y a des pays en Europe où on est à 16. Et ce qui est important, c'est que c'est un vote, c'est l'émergence d'un individu citoyen. À l'époque, il s'agit de le libérer des corporations. Le principe, c'est un homme ou une femme, une voix. Le principe, c'est l'égalité. Et il va falloir un long processus, plus d'un siècle d'apprentissage pour qu'on comprenne ce que c'est qu'un vote individuel. Les premières élections, au moment de la Révolution, le village tout entier va voter derrière son châtelain. Alexis de Tocqueville a écrit des très belles pages là-dessus. Et il faut attendre 1913 pour que le vote soit dans l'isoloir. Alors, il y a trois manières d'aborder le vote. On peut le faire d'une approche écologique, c'est-à-dire on travaille comme unité, c'est un collectif. On a des données électorales agrégées au niveau du canton, de la commune, de la région. Ensuite, avec les sondages, on va pouvoir passer à une analyse du vote individuel, en saisissant l'individu avec ses caractéristiques personnelles. Et puis enfin, aujourd'hui, de plus en plus, on analyse le vote d'une manière mixte, avec des données individuelles, mais mixées avec les caractéristiques des différents contextes dans lesquels il réside, dans lesquels il est inséré. Donc c'est ça l'évolution.
Et longtemps, la seule approche a été, avant les sondages, la géographie électorale. On essayait de comparer des lieux, on essayait de comprendre pourquoi telle région vote plus à gauche ou plus à droite que telle autre. Et là, il faut vraiment relire Siegfried avec le tableau politique de la France de l'Ouest en 1913 et puis Paul Bois, les paysans de l'Ouest, et on comprend pourquoi il y a une logique du vote par territoire. On attribue à Siegfried la phrase « le granit vote à droite, le calcaire vote à gauche ». C'était simplement que les structures sociales, foncières et religieuses n'étaient pas la même selon que c'était le territoire du granit, des grandes propriétés, ou celui du calcaire, les petites propriétés. Moi, je vais laisser la géographie de côté, on pourra en reparler dans la discussion, pour me centrer sur les 3 modèles qui sont liés à la survey research, à l'étude par sondage, aux approches individuelles. Le modèle de Columbia, modèle sociologique, le modèle psychosocial à l'Université de Michigan et l'approche économique d'Anthony Downs. Voilà les 3 modèles que je vais essayer de vous présenter. Alors, l'école de Columbia, c'est le sociologue Paul Lazarsfeld. Il fait des enquêtes locales au niveau du comté ou d'une ville. Il fait des enquêtes par panel. Il réinterroge l'électorat 6, 7 ou 8 fois avant l'élection, après l'élection. Et il en tire ce qu'on a appelé le modèle sociologique. Une personne pense politiquement comme elle est socialement. Les caractéristiques sociales déterminent les préférences politiques. Et pour lui, le rôle clé au moment de voter, c'est les appartenances de groupe, les gens avec qui on parle, les réseaux d'influence interpersonnels, les liens avec les groupes primaires. C'est dans les conversations et dans les interactions que se forge le vote. Et il crée un superbe indice de prédisposition politique croisant classe, religion et lieu de résidence qui lui permet à 75% de prédire le vote républicain ou le vote démocrate. Mais très vite, il est critiqué, ce modèle, parce qu'on dit que c'est du déterminisme sociologique, c'est le carcan des variables lourdes, qu'il escamote la dimension politique du vote et qu'il est incapable d'expliquer le changement électoral. Et donc, on arrive à un paradigme concurrent qui, lui, va travailler avec des sondages sur l'ensemble du territoire et non pas des enquêtes locales. C'est le Survey Research Center à l'Université de Michigan. Et pour eux, l'important, c'est pas seulement notre environnement, les groupes auxquels on appartient, c'est les attitudes politiques. C'est la carte mentale qu'il y a dans la tête de l'électeur. Pour eux, ce qui compte, c'est l'identification à un des 2 grands partis américains. C'est une identification affective, durable, forgée dès l'enfance, transmise en famille. On a un filtre partisan. Ça, c'est le 2e modèle. Et il y a un superbe entonnoir de causalité, mais il a disparu de l'écran. Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que c'est pas assez foncé comme trait, mais en tout cas, c'était un très bel entonnoir qui allait de gauche à droite. À gauche, il y avait toutes ces variables sociologiques dont on vient de parler, le contexte où vit, réside l'électeur. Et puis, il y a ses relations avec la famille, et puis on se rapprochait avec le contexte spécifique à la campagne, le moment de l'élection, et tout au bout de l'entonnoir, il y a le moment du vote. Et donc, c'est l'ensemble de ces facteurs qui vont jouer. Voilà le modèle de Michigan. Il va être remis à son tour en question. On s'aperçoit qu'aux États-Unis, les liens partisans s'érodent. On voit monter la proportion d'électeurs et d'électrices qui n'ont aucune identification partisane, qui sont indépendants. Puis même quand ils en ont une, ça explique de moins en moins leur vote. Ils sont de plus en plus mobiles. La société américaine est en train de changer et le niveau d'études augmente, la mobilisation cognitive, comme l'appelle Eaglehart. Il y a ces valeurs post-matérialistes qui sont des valeurs d'affirmation de soi, qui sont des valeurs anti-autoritaires, qui rendent les électeurs plus autonomes à l'égard du parti. Et il y a l'idée qu'ils vont voter de plus en plus en fonction du moment, des enjeux, des candidats en lice, de l'offre politique, qui sont en train de devenir des consommateurs politiques, qui changent de candidat ou de candidate comme on change de marque de lessive. Et dans ce contexte, on va arriver aux approches économiques du vote. On redécouvre un vieux travail, celui d'Anthony Downs, qui a écrit un livre sur l'approche économique du vote en démocratie. Et pour lui, l'électeur, avant tout, ou l'électrice, il est rationnel. Il vote pour le parti A ou le parti B, selon ses intérêts, selon l'utilité, pour parler le langage des économistes, qu'il en attend pour maximiser ses gains et minimiser ses coûts. Donc le vote, c'est l'équation. Il y a quel bénéfice je retire de voter pour le candidat Schtroumpf et
quel est le coût de s'informer, ou qu'est-ce que ça peut... C'est une équation. Donc, c'est l'électeur consommateur, et c'est pas seulement des considérations économiques, ce qu'on appelait le vote du porte-monnaie, c'est voter pour le parti ou le candidat qui nous apparaît le plus proche de nous sur les enjeux qui comptent pour nous, ou le plus susceptible de changer les choses dans le bon sens, ou qui a fait ses preuves dans le passé. Et ne pas voter peut être un choix tout à fait rationnel, parce que il faut s'informer, il faut se déplacer. Donc voilà l'approche économique du vote. Et dans un second temps, je voudrais montrer comment on se sert de ces modèles. Ils ne sont pas figés, ils ne sont pas donnés une fois pour toutes. Il faut savoir jouer avec. D'abord, ils sont complémentaires, ils ne s'opposent pas. Chacun a une part de vérité. Pour prendre un exemple, l'ouvrier qui vote communiste, ça c'est un beau cas de vote sociologique, c'est un vote de classe dans les années 50, à la belle époque du Parti communiste en France. Mais ce n'est pas seulement un vote de classe, d'identification, c'est aussi une identification au parti, modèle de Michigan, au Parti communiste. S'identifier à un parti dont on a le sentiment qu'il défend les intérêts des ouvriers, le modèle économique, avec un ancrage territorial spécifique, on peut retrouver Siegfried. Donc, il faut les croiser. Ensuite, il faut les adapter. Et ces modèles, ils ne sont pas restés figés une fois pour toutes. Le modèle géographique, depuis Siegfried, il a changé. Aujourd'hui, il a une deuxième vie face aux limites des sondages. Et on a beaucoup de travaux mixtes qui recontextualisent le vote des électeurs en les resituant dans leur milieu. Il faut relire les travaux de Céline Braconnier en France. Le modèle sociologique, il n'est pas resté figé aux variables lourdes de classe, religion et endroit de résidence. Des nouveaux clivages sont apparus. Au-delà de la classe sociale et de la religion, il y a le genre, il y a la génération d'appartenance, il y a les appartenances ethniques, voire des clivages transnationaux liés à la globalisation, à la mondialisation. Le modèle de Michigan avec les attitudes, elles aussi, elles ont beaucoup changé. Il n'y a pas que l'identification partisane. Il y a une politique des identités qui est en train de se mettre en place. On va noter au nom du libéralisme économique ou du libéralisme culturel. Il y a une jolie, les initiales GAL-TAN, veut dire qu'il y a un clivage idéologique entre ceux qui sont pour les Verts, des partis alternatifs et libertaires, et ceux qui sont pour des partis traditionnalistes, autoritaires, nationalistes. Bref, le monde bouge. Et enfin, la rationalité, beaucoup de travaux de psychologues ont revisité ce qu'est la rationalité. Il y a le tournant cognitiviste, il y a des travaux de psychologues comme Daniel Kahneman et Amos Tversky qui nous montrent que la classe, le parti, les réseaux auxquels on appartient sont aussi des repères dans le champ politique. Bref, tout est dans tout et réciproquement. Enfin, ils sont partiels. Tous ces modèles, ils se placent du côté de la demande politique, du côté des électeurs et des électrices. Mais on ne peut pas comprendre le vote si on ne tient pas en compte, en même temps, d'une part, des facteurs institutionnels, quel régime, quel système de parti, quel mode de scrutin, quelle offre politique, quels sont les partis, combien de partis et quels partis, quels sont les candidats en présence. Et puis, il y a surtout la campagne, les 2 mois qui vont précéder le vote. C'est là que se cristallisent les choix, qu'on se mobilise, et là vont jouer les interventions des candidats, les sondages, les médias, les événements, comme ce qui vient de se passer au Sénégal. Les candidats vont faire du porte-à-porte, ils vont faire des campagnes d'affichage, ils vont mobiliser leur réseau clientéliste. Il y a un superbe article de Van Chekon sur l'impact du clientélisme au Bénin, par exemple. Et jusqu'au tout dernier moment, au bout de ces fameux entonnoirs de causalité, les choses peuvent encore changer. En 2002, quand Jean-Marie Le Pen, pour la première fois, se qualifiait en France pour le second tour, l'enjeu sécuritaire avait joué au dernier moment. La veille de la campagne, un vieil homme avait été attaqué par une bande de jeunes et l'image de son visage tuméfié en boucle avait fait bondir la sécurité au premier rang des préoccupations des électeurs et des électrices et donné un sacré coup de pouce au candidat Jean-Marie Le Pen. Donc, enfin, la variable peut-être la plus importante, celle sur laquelle on gagne et on perd les élections, c'est la participation électorale. C'est les taux d'abstention qui font gagner ou perdre. Et elle aussi s'explique par les mêmes modèles, en fait, des facteurs sociologiques, des facteurs politiques, des facteurs économiques et circonstanciels. Et donc, il faut avoir ça en tête. Et au Sénégal, comme en France, c'est sur le taux de mobilisation de l'électorat
différentiel selon les partis et les candidats que tout va se jouer. Conclusion, et je crois que j'ai même été plus vite que les 20 minutes qui m'étaient imparties, mais ça donnera plus de temps à la discussion. Quel que soit Parfait. le pays, pardon, oui. Je disais tout à fait, tout à fait. Bravo. Attendez, je termine quand même, mais je vais prendre donc 3 minutes pour conclure. Quel que soit le pays, vont jouer les appartenances de groupe, c'est pas les mêmes groupes, les réseaux, va jouer la carte mentale, ce qu'on a comme attitude dans la tête au moment de voter, va jouer le calcul, le raisonnement rationnel des électeurs. Mais il va falloir retravailler pour intégrer ces modèles à la spécificité du Sénégal, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. Et parmi vues de Paris, moi je dirais qu'il y a le rôle de la jeunesse, où les 3/4 de la population a moins de 35 ans. Il y a des inégalités sociales galopantes, il y a des clivages ethniques, il y a le rôle de la religion, des confréries. Vous me direz si ça joue encore. Il y a le clientélisme. Je pense à cet article de Joël Noret, Comprendre les mobilités sociales dans l'Afrique d'aujourd'hui. Bref, voilà, je vous ai présenté mes petits modèles pour mieux les casser, pour mieux jouer avec et pour mieux les adapter à la réalité du Sénégal d'aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Madame Meyer, pour cet exposé d'abord très concis, bref et vraiment très, très, très intéressant dans la mesure où il met en lumière quand même des choses généralement compliquées. Et vous avez réussi en vraiment une dizaine de minutes, 15 minutes, à nous donner un peu la quintessence de vos travaux, comme vous dites, de plus de 20 ans de travaux. Donc, merci beaucoup. Alors, j'imagine qu'on va passer maintenant au second exposant. Évidemment, on va garder les questions peut-être pour la fin, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. C'est Et mieux. puis, je me ferai aussi un petit résumé peut-être de ce que vous avez dit, si vous me permettez. Merci beaucoup en tout cas. Je vais passer la parole à Monsieur Higuine Kakai, qui, lui, va nous parler du sens perdu de l'élection présidentielle en Afrique. Monsieur Kakai, bonjour et la parole est à vous. Bonjour, Monsieur Etidial. Bonjour également aux organisateurs de cette conférence. Je voudrais également saluer le professeur Nona Meyer, Bonjour. qui est très connu pour ses travaux de sociologie électorale. Et moi aussi, au moment où je rédigeais ma thèse sur le vote ethnique au Bénin, je Oui. crois que j'ai exploité vos travaux. Et j'exploite également vos travaux dans mon cours de sociologie électorale. Et donc, Ouais. ouais, c'est le moment de vous dire un grand merci également. Je dirais quand même que les modèles explicatifs que vous avez évoqués, ce sont également des modèles qu'on retrouve dans le champ électoral africain également. Seulement que ce sont je dirais, ce sont des modèles plus ou moins universels qu'il faut peut-être contextualiser, Ouais. qui sont pas des modèles préfabriqués, exportables dans leur essence sur le continent africain. Mais d'un pays à un autre, on peut quand même constater que ces modèles existent, mais seulement s'adaptent à de nouveaux contextes. Peut-être au Sénégal, avec un champ religieux dominant, Mhm. peut-être au Bénin, avec un champ ethnique dominant, etc., Ouais. etc. Bon, revenant également à ma préoccupation de ce soir, le sens perdu de l'élection en Afrique francophone, qui est quand même une continuité de votre communication. Bon, moi, je me pose quand même la question de savoir, quand on prend les pays africains de nos jours, quel est le pays qu'on peut considérer comme pays démocratique? Ça, c'est peut-être difficile de le dire. Les années 1990 avait consacré une euphorie de démocratie sur Ouais. le continent africain. Mais 20 ans, 30 ans plus tard, on constate qu'au lieu d'un processus de consolidation du processus démocratique, on est quand même dans une certaine précarité. Je ne dirais pas seulement une déconsolidation du processus démocratique, mais je parlais surtout d'une précarité et quelques pays qui étaient peut-être considérés comme des pays phares, comme le Bénin, comme le Sénégal,
ces pays ont failli de jour en jour. Le cas du Sénégal est totalement déplorable. Le Sénégal qui intervient dans la plupart des conflits, les coups d'État aujourd'hui, est aussi un pays qui ne peut plus donner d'exemple à un autre pays. Au fait, mais quand on prend le vote, tout le plan se situe, à mon avis, hein, au niveau du vote. Le vote qui peut-être euh, est encore à un stade plus ou moins embryonnaire sur le continent africain. Le vote qu'on peut considérer encore comme un instrument de mesure de la démocratie, quelle est réellement sa plus-value? Quelle est réellement sa philosophie? Qu'est-ce que réellement nous faisons du vote? Euh, pourquoi faut-il voter? Pourquoi faut-il voter? Moi, je me pose toujours la question, ça va, pourquoi faut-il voter? Ça sert à quoi de voter? Au point où les modèles dont parle le prof sont des modèles qui sont très critiques. Si réellement le vote n'a pas, le vote ou l'élection, c'est vrai, c'est deux concepts différents, mais si réellement le vote ou l'élection et l'élection n'ont peut-être pas un instance premier dans le champ politique africain, il faut se poser beaucoup de questions. Au point où ce à quoi on s'attend aujourd'hui, c'est quoi? C'est que moi j'ai l'impression que les pratiques électorales biaisent le processus de désignation de nos dirigeants politiques. Ça, c'est mon hypothèse de départ. Les pratiques électorales biaisent, à mon avis, le processus de désignation des dirigeants politiques pour plusieurs raisons. Euh, vous avez des candidats qui adoptent des comportements déviants juste dans la perspective de gagner une élection. Le Sénégal, par exemple, la Côte d'Ivoire par le passé, le Bénin par le passé, le Togo, le Cameroun, le Gabon, un peu partout, c'est le même constat. C'est le même constat, notamment des chefs d'État qui sont au pouvoir, qui essaient d'instrumentaliser le vote et de surcroît à l'élection afin de gagner l'élection ou peut-être afin de maintenir un candidat qui est le candidat de la mouvance présidentielle au pouvoir. Et vous avez également l'électeur lui aussi qui ne sait pas forcément ce qu'il veut. Le lecteur, à mon avis, hein, je reste peut-être très critique, mais je pense que c'est quand même fondé. Le lecteur qui se met dans une position de réceptivité de l'offre électorale. C'est-à-dire, l'élection s'apparente à une forme d'échange, à une forme d'échange. Et dans cette forme d'échange, le lecteur est là comme un individu qui capte une offre électorale. Et au finish, est-ce que le lecteur est aussi conscient de la finalité de l'acte électoral? Ce sont des questions. Et l'autre chose ici, ce sont les organes en charge des élections. Vous avez le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle, vous avez la Commission électorale ou encore les organes de supervision des opérations électorales, des institutions multiples euh, qui, qui, des institutions multiples dont l'AGI se situe entre des intérêts stratégiques, des valeurs républicaines, mais également des rationalités individuelles. Chaque acteur d'une institution en charge des élections sait ce qu'il veut, c'est les consignes qu'il a reçues ou c'est la finalité qu'il est censé donner. Au point où, est-ce que finalement, l'élection n'est pas jouée d'avance? Dans certains pays, et pour certaines élections, notamment pour l'élection présidentielle, par exemple, on peut savoir d'avance le président qui va gagner l'élection, ou on peut savoir d'avance le candidat qui va gagner l'élection, au point où organiser l'élection, c'est peut-être pour les beaux yeux de la communauté internationale et également pour apaiser la conscience nationale. Dans ce cas, moi, je me pose la question de s'il ne faut pas réinventer l'élection, s'il ne faut pas réinventer l'élection sur le continent africain, puisque vous avez peut-être un choix périlleux de candidats, vous avez également un comportement plus ou moins déviant des partis politiques, au point où, dans certains pays, notamment en période électorale,
il est difficile de savoir s'il existe même des partis politiques. Un membre d'un parti politique A peut démissionner de ce parti pour aller se positionner dans un parti politique B. Ça, c'est le phénomène de transhumance politique qu'on connaît bien un membre de l'opposition peut devenir d'un parti de l'opposition peut devenir membre d'un parti de la mouvance. Un membre d'un parti de la mouvance peut quitter la mouvance ou bien un parti de la mouvance pour un autre parti de la mouvance, etc., etc. L'autre sujet important de cette problématique, c'est également le fichier électoral. C'est ce qu'on appelle le fichier électoral dans la plupart de nos États africains. Le fichier électoral, puisque on a tenté d'informatiser le registre des, des, des électeurs, mais c'est un registre que tout le monde veut contrôler. C'est un registre que les partis de la mouvance veulent contrôler. C'est aussi un registre que les partis de l'opposition veulent contrôler. Et finalement, c'est un registre, c'est un fichier plutôt qui forcément je donne l'exemple pour les dernières législatives au Bénin, dans certaines régions, euh, les noms des candidats, un électeur va dans un bureau de vote, son bureau de vote habituel, son nom n'est pas inscrit, il est peut-être son nom est inscrit ailleurs, et donc il n'a pas voté. Et quelqu'un qui n'a pas son nom dans tel bureau de vote peut retrouver son nom dans tel autre bureau de vote. Et, au finish, il y a beaucoup d'électeurs qui n'ont pas pu participer aux opérations électorales. Et pourtant, c'est un fichier qui est contrôlé, c'est un fichier qui est, je dirais, synthétisé, c'est un fichier qui est plus ou moins validé par des experts internationaux, des experts nationaux. Au point où moi j'ai l'impression que nos pratiques électorales font que nous avons peut-être des démocraties hybrides. Nous avons peut-être des démocraties hybrides ou des démocraties apparentes. Des démocraties apparentes. Et c'est ça qui fait que les modèles évoqués, finalement, sont des modèles critiques. On peut se poser la question de savoir, ces modèles servent réellement à quoi? Parce que quand vous prenez le modèle sociologique ou le modèle psychosociologique, ces modèles n'ont de sens que si les élections sont organisées dans un environnement crédible, où c'est seulement quand les élections sont organisées dans un environnement crédible, dans un environnement sincère, dans un environnement plus ou moins, dans un environnement politique, bien sûr, plus ou moins serein, qu'on peut euh, valider, on peut faire des enquêtes sociologiques, des enquêtes d'opinion, des enquêtes qualitatives et des enquêtes quantitatives pour pouvoir donner un crédit à ces modèles. Alors, je crois que je peux m'arrêter là et nous allons prendre les questions aussi, ou s'il y a encore d'autres intervenants. Merci beaucoup. Je réserve encore Même- d'autres mais- préoccupations. Merci beaucoup, Monsieur Kakaï. Vous avez Merci. encore une bonne dizaine de minutes, hein, vous êtes en avance. Donc, on pourra un peu discuter de tout ce que vous avez dit. Vous avez posé des questions assez, soulevé des questions intéressantes. À quoi sert le vote? Ça, je pense que tous nos participants pourront vous répondre par rapport ou vous interroger par rapport à ce point. Je vais passer, bon, on va évidemment revenir un peu sur tout ça, mais je vais peut-être sans tarder passer la parole à Monsieur Sarr, qui lui va nous parler des fondements d'une démocratie, le Sénégal, le doute d'une exception africaine. Monsieur Sarr, c'est à vous. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Sio. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce webinaire, en particulier ma collègue et professeure, n'est-ce pas, même si elle n'aime pas le terme, Ndeye Astou. Et je sais que ça va bientôt arriver, n'est-ce pas? Et je profite également de l'occasion pour saluer et remercier nos différents intervenants, mon collègue Kakaï, avec qui je partage quelques amis communs, notamment Mamadou Lamine Sané, qui vous passe le bonjour d'ailleurs, et particulièrement Madame professeure Nona Mayer. Comme mon collègue l'a soulevé tout à l'heure, dans le cadre de nos thèses, je ne suis pas un spécialiste de la sociologie politique, mais j'en ai effectivement fait
et mon directeur de thèse me fatiguait beaucoup avec vos articles et vos ouvrages. Je me souviens encore de ça, des ouvrages également de Giddens, de Downs. Donc voilà, c'est une littérature avec laquelle je suis un peu familier, même si je suis spécialiste plutôt de questions de relations internationales, mais les questions électorales et de démocratie m'intéressent tout particulièrement. Et c'est en ce sens que, au vu de vos présentations, on est encore dans l'entonnoir, à mon avis. Ma présentation va être beaucoup plus axée sur le cas spécifique du Sénégal. Et la question, j'aurais dû d'ailleurs, parce que c'est une habitude chez moi, j'aurais dû faire un PowerPoint comme professeur. Bizarrement, je ne l'ai pas fait, alors que mes étudiants m'appellent souvent Monsieur PowerPoint, parce que j'adore cet instrument. Mais bizarrement, aujourd'hui, je n'ai pas prévu de le faire. Mais ma réflexion tournait autour principalement de deux choses. La question de mon intervention, c'est est-ce que le Sénégal, c'est une démocratie électorale en péril? Et ça, pas forcément à partir des derniers événements, mais depuis une dizaine, voire 2 décennies. Une dizaine d'années, voire les 2 ou 3 dernières décennies. Est-ce que notre image de démocratie électorale, je précise bien, est-ce que c'est en péril? Comme vous le savez, la notion de démocratie, elle est tout à fait englobante et elle ne fait pas l'unanimité, tant dans son explication que dans son application, notamment en Afrique. Et moi, je préfère plutôt, comme beaucoup de mes collègues d'ailleurs, africains, mais ailleurs, parler de processus de démocratisation, parce que je pars du principe que la démocratie est un processus et que le plus difficile, comme je dis souvent à mes étudiants, ce n'est pas d'accéder à la démocratie, c'est de la préserver, c'est de la conserver. Et en ce sens, le Sénégal a peut-être, tout au long de son histoire, eu à protéger, à conserver certains acquis démocratiques et a eu, comme on l'a eu malheureusement ces derniers temps, à un peu amener des balbutiements au niveau de sa démocratie. Et donc, nous n'avions peut-être pas cette image démocratique des grandes démocraties occidentales, mais nous avions au moins cette image de démocratie électorale où on disait globalement que le Sénégal savait organiser des élections et que les participants savaient accepter les résultats de ces élections. Malgré quelques troubles, ça et là, je peux y revenir après. Mais première question donc, comment expliquer cette image de démocratie électorale? Quels sont les fondements de cette image-là? Il y a d'abord le fait que nous avons une culture du vote qui date pratiquement du 19e siècle. Les Sénégalais, pas tous, on va le voir, ont commencé à voter dès les années 1860-71, n'est-ce pas, avec les citoyens de Saint-Louis et de Gorée qui seront étendus à Dakar et à Rufisque. Et les citoyens sénégalais, quelle que soit leur citoyenneté, qu'ils soient français, blancs, mulâtres, parce que ça également ça comptait, ont réellement commencé à voter avant les indépendances, donc vers 1946. Nous avons eu des députés noirs, Blaise Diagne, Lamine Gueye, Galandou Diouf et Senghor à l'Assemblée nationale française, notamment sous la 4e République, avant les indépendances. Donc, nous savons ce que c'est que voter, aller aux urnes. Et ça, c'est un premier élément explicatif de cette image parce que quand vous maîtrisez une chose, quand vous avez l'habitude de faire une chose, à la fin, cette chose peut vous êtes identifié en nous. Le deuxième point, c'est que nous avons eu, avec des troubles, avec des problèmes, mais nous avons globalement eu, depuis les indépendances, une classe politique assez responsable sur ces questions électorales. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident et il y a toujours eu des soucis sur l'organisation, mais globalement, les gens s'entendaient sur le fait que l'élection, c'est peut-être le moyen le plus efficace que nous disposions encore aujourd'hui, pour l'instant, avant de voir autre chose, pour pouvoir voter. Ensuite, vous avez un troisième élément qui explique cette image-là, c'est que nous avons une structure sociétale qui fait que notre sens du dialogue des Sénégalais a toujours été un élément fondamental. Nous sommes une société qui, même si ces dernières décennies, je le déplore, qui avons le sens du dialogue, que ce soit dans les structures familiales, que ce soit dans les structures étatiques, nous avons eu, pour certains, ce sens du dialogue et que pour nous, tout peut être arrangé par les discussions. Et donc ça a servi également dans les scrutins et dans les élections. Vous avez également quelque chose de fondamental, c'est l'action, c'est l'importance, l'engagement de la société civile sénégalaise. Ça, c'est quelque chose qui a caractérisé pas seulement le Sénégal, peut-être d'autres États de l'Ouest, notamment, je pense au Bénin et au Mali, où la société civile est vraiment active, notamment
depuis les années 90. Et cette société civile-là, elle est disparate, elle est diverse, elle est variée. On y retrouve les syndicats, on y retrouve les grandes familles religieuses confrériques, on y retrouve les ONG classiques. Et donc, tout cela, à un moment donné, crée les conditions pour un dialogue politique et pour un processus électoral calme. Même si, encore une fois, je le rappelle, on a eu des élections, je pense notamment aux élections de 1988, présidentielles, 93, présidentielles et législatives, qui ont conduit à certains troubles, à une grande crise même politique et sociale. Mais dans l'ensemble, nous savons discuter de ces affaires-là. Nous savons tellement discuter de ces affaires-là qu'en 1997-98, pour être précis, le gouvernement du président Abdou Diouf décide donc de lancer ce qu'on appelle l'Observatoire national des élections et de le confier à un général de l'armée. Et j'en reviens donc à un autre point important de notre image électorale, c'est que nous avons une armée qui ne se mêle pas des affaires électorales. Et ça, c'est important, parce que ce n'est pas le cas partout, soit en Afrique ou ailleurs. Les armées ont parfois cette manie de rentrer dans le processus politique et électoral. Et au Sénégal, il a fallu qu'un président prenne un ancien général pour le nommer un chef à la tête de cet observatoire-là. Et cet observatoire-là, même s'il va démissionner, il sera enlevé par la suite. Mais l'observatoire, je veux dire le général, cet observatoire-là, ce général-là a joué un rôle extrêmement important avec un autre général, le général Lamine Cissé, dans la sécurisation du processus électoral qui va mener à la première alternance politique en 2000. Parce que les acteurs politiques avaient confiance, n'est-ce pas, en ces acteurs politiques-là. Et dernier point, c'est donc le comportement de l'armée, c'est également le fait que la jeunesse sénégalaise a su s'adapter aux transformations du monde, à la mondialisation. Okay? Quand il a fallu élire le président Abdoulaye Wade, on dit souvent que ce sont les enfants qui étaient derrière la voiture ou les voitures du président Abdoulaye Wade qui sont devenus grands, qui ont voté pour lui. Et ces mêmes jeunes-là se sont habitués, n'est-ce pas, aux transformations numériques, digitales, Internet, etc., pour jouer un rôle, non pas dans les partis politiques classiques, mais avoir une autre forme d'engagement politique dans les associations, dans les ONG et autres. Et ça également, ça a eu son importance dans la démocratisation et dans le processus électoral au Sénégal. Et donc tout cela, nous l'avons ces 2 dernières décennies, depuis 2000. Malheureusement, on a eu quelques soucis avec notre démocratie électorale. Je vais peut-être en terminer là. Les discussions permettront maintenant de dire les perspectives, mais juste dire que les raisons, à mon avis, de ce changement de bascule d'une image de démocratie électorale qui a été affectée, le premier point, c'est que nous avons eu une administration publique extrêmement politisée. Et ça, ce n'est bon pour personne. Vous me direz quelle est la relation entre le fait d'avoir une administration politisée et le processus électoral. Je vous répondrai avec plaisir que, effectivement, quand vous avez une administration politique qui est très politisée, l'enjeu de l'administration, ce n'est plus de gérer les affaires courantes de l'État ou du public, c'est de faire de telle sorte que cette administration-là, nous restions au pouvoir par les yeux, quoi qu'il en coûte. Et notre pays est arrivé à un niveau de politisation quand même important. Le deuxième point, c'est la perception de la politique dans la société en général. Au vu des difficultés économiques, sociales, la politique est devenue pour certains, pour beaucoup, une voie de réussite. Et donc, cette voie de réussite-là, de positionnement dans la sphère politique et sociale pour s'élever, etc., est devenue extrêmement importante au point où certains qui n'étaient pas destinés à ce champ politique-là l'ont investi et donc ont traversé les élections. Comment on vote et surtout pourquoi on vote et pour qui on vote. Je souligne souvent à mes étudiants de faire une comparaison entre l'élite politique actuelle et l'élite politique il y a 40 ou 50 ans. Vous verrez d'un seul coup d'œil qu'il y a une différence, notamment dans l'éducation, dans l'intellect, dans le comportement. Et il n'y a pas meilleure image que dernièrement dans l'Assemblée nationale sénégalaise, vous avez eu des députés qui se sont mis à se donner des coups au vu de tout le monde. Et ça, on n'était pas habitué à voir ce genre d'image-là. Les Sénégalais étaient plutôt habitués à avoir des discussions politiques au Parlement avec des députés qui se donnaient corps et âme, qui discutaient, des fois même qui, voilà, pour ne pas utiliser certains mots, mais on sentait que ça le faisait pour le pays. Et donc, cette
dévalorisation de la politique, à mon avis, a desservi les élections au Sénégal. Avant-dernier point, c'est le décalage qu'il y a, et ça également, c'est quelque chose qu'il faut noter, c'est le décalage qu'il y a entre la classe politique et la jeunesse. Je le dis souvent, et je l'ai dit dernièrement dans une dernière intervention, je considère que la jeunesse est trop en avance sur la classe politique. La classe politique n'a pas encore pris la mesure des transformations au niveau mondial, au niveau régional et au niveau national, que ce soit en politique interne ou en politique internationale. Et donc, ce retard-là par rapport aux jeunes qui, grâce au numérique, à l'Internet, sait ce qui se passe ailleurs et a décidé de réorienter sa participation politique vers d'autres formes, fait qu'il y a ce décalage-là, ce gouffre-là entre les jeunes et la classe politique. L'envers du décor, c'est que les jeunes, peut-être dernièrement, ont réinvesti cela, mais à un moment donné, les jeunes, comme les intellectuels, ont fui le champ politique, ont fui le champ électoral pour justement laisser ce champ à des personnes qui, peut-être il y a 20 ou 30 ans, n'imaginaient pas investir ce champ-là. Et dernier point, vous avez un processus électoral extrêmement complexe, et cette complexité, en grande partie, est due à l'hyper-présidentialisation qu'il y a au Sénégal depuis les 2 dernières décennies. Le président est au centre de tout, et c'est la Constitution qui le fait. Donc, il faudra peut-être à un moment donné en discuter. Je rappelle pour nos chers étudiants et auditeurs que le Sénégal n'a pas toujours été un régime présidentiel. Dès les indépendances, nous sommes dans un régime parlementaire. Et c'est après, donc 1963, où nous basculons vers le régime présidentiel qui, depuis lors, ne fait que accentuer le rôle du président. Et ça également, c'est quelque chose qu'il faut questionner, à mon avis. Je donne toujours, et j'en termine là, l'image qui me frappe toujours, c'est que c'est le président de la République qui donne la date de l'élection présidentielle. Et ça, il faut voyager ou connaître d'autres systèmes politiques, notamment dans le monde, pour voir qu'on peut le considérer comme une aberration, parce que si un acteur concerné, indirectement ou indirectement, décide de la date à laquelle on va aller aux élections, on est donc à la merci de cet individu-là concernant la date. Et il se trouve qu'aujourd'hui au Sénégal, nous avons cette problématique-là. La date de l'élection a été repoussée par le principal concerné et le principal concerné n'a pas encore donné la date de l'élection. Et donc tout cela nuit, à mon avis, au processus électoral. J'ai beaucoup trop parlé. Quand on est devant ces professeurs, on ne parle pas beaucoup. Donc je vous remercie et je répondrai à certaines questions par la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sarr, pour ce brillant exposé sur la démocratie électorale au Sénégal. En tout cas, on a appris beaucoup de choses et je suis sûr que nos participants auront beaucoup de questions à vous poser. Voilà, donc, alors, comment ça va se passer? C'est-à-dire, disons que je vais regarder un peu quels sont les gens qui ont posé des questions. Alors, il y a le système de chat où vous pouvez juste prendre la parole pour évidemment poser des questions à nos panélistes. Qui c'est qui veut prendre la parole? Il faudra vous présenter évidemment et dire à qui vous voulez poser la question, bien sûr. Oui, il y a quelqu'un qui veut, il faut lever la main. Ils sont sans voix. Pardon, tout le monde est sans voix. Ouais. Bon, peut-être moi, je vais poser quelques questions. On leur fait peur. Voilà. En tout cas, ce que j'ai beaucoup aimé, bon, je vais faire peut-être même un petit résumé d'abord ce que j'ai bien retenu et bien aimé de ce que nous a parlé professeur. Alors, j'ai plusieurs notes en même temps, c'est sur un cahier, donc très vieux jeu, il faut tourner les pages. Donc, de ce que nous a parlé Mme Meyer, à savoir d'abord sur les votes individuels dont elle a parlé et avec les différents modèles. Le modèle Siegfried, le modèle, comment dire encore, Center qui est de Michigan. Et ensuite, évidemment, elle nous a parlé de l'approche économique du vote. Il y a quelqu'un qui veut poser une question, il y a quelqu'un qui rentre juste dans le truc, dans le pôle.
Alors, moi, j'ai bien aimé le fait qu'il faut jouer avec les modèles. Et je pense qu'effectivement, dans la situation politique aujourd'hui du Sénégal, on doit pouvoir jouer un peu sur tous ces modèles-là. Et vous avez parlé des différents rôles qu'il y a, du rôle de la jeunesse, qui est vraiment prégnant ici, parce que comme vous l'avez dit, on a quand même l'âge médian au Sénégal, c'est 19 ans. Ouais. Donc, on a quand même C'est dingue. 70% de la population qui a moins de 35 ans. Donc, ça, c'est très important. Le clivage ethnique n'est pas si fort au Sénégal. Et ça, c'est aussi une chance. J'imagine qu'au Bénin, sûrement ça l'est, en C'est Côte plus, d'Ivoire ouais. aussi. Mais dans la zone de chez nous, il n'y a pas trop de clivage. On va dire qu'on a une grande majorité, c'est des Wolofs à 40%. Ensuite, on a un peu les couleurs qui sont de l'ordre de 25%. On a les Sérères qui sont de 8%. Et puis, il y a le reste qui vient, évidemment. Donc, ça crée quand même une grande communauté. Et on a aussi comment dire encore, des éléments de cousins à plaisanterie qui fait qu'il y a une grande fusion entre les différentes ethnies. Le clivage religieux n'existe pas trop parce que nous avons juste ce qu'on appelle un peu des tariqas, mais c'est la même religion, 95% est musulmane. Donc ça aussi, il y a une grande entente entre ces différents groupes. Sûrement, ce qui est aussi important ici, c'est le clientélisme. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez important, peut-être dont il faut tenir compte dans vos différents modèles. Voilà un peu ce que j'ai retenu un peu de ce que vous avez dit et que je peux peut-être un peu adapter au Sénégal. Évidemment, les autres professeurs qui m'écoutent pourront aussi me dire un peu ce qu'ils en pensent. Alors, en ce qui concerne le professeur Kakaï, moi, j'ai envie de lui dire que le vote sert tout simplement à désigner notre président, parce qu'il demande à quoi ça sert le vote. Donc, évidemment, j'imagine un peu, il s'est beaucoup posé des questions sur les démocraties. Bon, alors, on a quand même ce qu'on appelle une démocratie à part entière dans le continent, c'est l'île Maurice, évidemment, qui est suivie du Cap-Vert, à croire que l'insularité joue un peu sur les démocraties dans le continent. Et nous avons aussi bon, ce qu'on appelle un peu des démocraties défectueuses. Hein, moi, j'avais vu à l'époque quelque chose que j'avais tiré un peu de l'intelligence économique d'un journal qui classait un peu les différentes démocraties avec des indices. Bon, il y avait quand même le Cap-Vert, le Botswana, l'Afrique du Sud, la Namibie, qui étaient aussi quand même relativement bien placés sur le continent. Et évidemment, il y a eu des pays qui ont un peu glissé à des démocraties qu'on a appelées un peu autocratiques, un peu évidemment, bon, mais liées à des événements, soit du djihadisme, soit des coups d'État, etc. Bon, l'idée n'est pas de faire l'analyse, mais c'est un peu pour expliciter un peu ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à votre question sur les démocraties africaines. Vous avez parlé d'un sujet extrêmement important, qui est d'ailleurs un sujet très, très, très important au Sénégal, enfin, qui est au cœur du problème, qui est le fichier électoral, à savoir différents fichiers qui existent, de ne pas avoir une unicité, de ne pas permettre à l'opposition d'y accéder, etc. Parce que c'est aussi ça qui permet évidemment de jouer sur les élections. Comme vous l'avez dit, ce qui est important aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est la participation électorale, c'est celle-là qui fait gagner les élections, comme vous l'avez dit, ou le taux de mobilisation qui permet aussi de le faire. Alors, donc à partir de ce moment où on a un fichier électoral qui est un peu chahuté, évidemment, c'est par ça qu'on peut aujourd'hui manipuler quelque part les élections. Les gens ne peuvent plus faire des vols, disons, en amont. C'est un peu dans ce genre de choses qu'on essaie les gens ne peuvent plus faire des vols à l'aval, c'est-à-dire tout le monde est présent dans les bureaux de vote, il y a les cellulaires, les gens donnent les résultats pratiquement disons, à temps réel. Donc, on essaie de faire évidemment beaucoup de choses en amont, notamment ce fichier électoral, notamment des bureaux de vote fictifs, etc. Tout ça se manigance bien avant pour pouvoir gagner à l'arrivée. Voilà, donc un peu ça, c'est pour parler un peu de la préoccupation dont nous a parlé M. Kakaï, et j'imagine que nos participants aussi vous poseront des questions par rapport à ça. Bon, quant à M. Sarr, il nous a parlé un peu de si notre pays, le Sénégal, était une démocratie électorale en péril. Et évidemment, il a refait la genèse qui montre bien que c'est le cas. Et évidemment, ce qui s'est passé même ces derniers jours montre, pour ceux qui en doutaient encore, évidemment, qu'on est un peu dans ce système-là. Il a parlé d'un phénomène qui est assez important, que je pense qu'il est important de souligner, c'est l'administration politisée de plus en plus. Et ça, c'est quand même à l'origine des changements qu'on retrouve aujourd'hui dans notre démocratie. La perception aussi de la politique, c'est-à-dire que c'est vu comme étant l'ascenseur social, c'est l'ascenseur aussi économique, on se fait de l'argent très vite quand on est dans la politique.
Et évidemment, ça ne permet pas d'avoir les bonnes personnes au bon moment. Donc moi, je disais d'ailleurs hier que malheureusement, dans notre pays, on n'élit, enfin, je parle du Sénégal précisément, on n'élit plus un bon président, on élit plutôt un bon candidat. Parce que je disais que pour, pour pouvoir, si on veut embaucher une assistante, on va lui faire des tests, on va demander où est-ce qu'elle a travaillé, on va regarder son CV, etc. Par contre, pour le président, on ne fait rien de tout ça. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment des présidents en réalité très médiocres, mais c'est possible à travers ce système-là, si juste il est un médiocre parmi les candidats. Parce qu'on sait que les candidats, comment ça se passe un peu ici. Évidemment, par ailleurs, c'est possible aussi d'avoir des présidents médiocres, mais ils ont des institutions qui sont relativement fortes, qui permettent un peu de pouvoir avoir ce genre de personnes et ne pas avoir d'impact disons, sur la vie des gens. Voilà, grosso modo, un peu ce que j'ai retenu de vos différents exposés. Et je vais laisser aussi la parole maintenant à nos différents groupes qui veulent parler. Notamment, je donne la main à Sociopolycritique qui veut parler. Oui, c'est moi. En fait, j'avais quelques questions. Je ne peux pas dire à qui je les adresse. Je pense que c'est à nos trois intervenants, s'ils me le permettent. C'est par rapport en fait à la démocratie en général. C'est-à-dire, on a beaucoup parlé de démocratie, de la crise même de cette démocratie. Et il me venait en fait à l'esprit d'interroger aujourd'hui l'épuisement en fait de cette notion tout simplement. Si aujourd'hui on parle de démocratie électorale, du vote en général, et qu'on se pose la question, notamment le professeur Kakaï s'est demandé s'il n'y avait pas en fait d'autres moyens de concevoir aujourd'hui la démocratie électorale. Est-ce qu'il faudrait forcément s'arc-bouter sur le vote, forcément, en attendant, comme Mamadou Sarr l'a dit tout à l'heure, en attendant de trouver autre chose, ou bien est-ce qu'il faudrait réfléchir sur autre chose? Et notamment, la démocratie en même temps dans le contexte africain. Est-ce qu'il y a lieu de parler de démocratie en Afrique ou de démocratie à l'africaine finalement? Démocratie à l'africaine qui interrogerait la démocratie sous l'angle de l'universalisme, dirais-je. Ce que d'ailleurs Bachir Diagne, Souleymane Bachir Diagne appelle l'universalisme d'aplomb, c'est-à-dire l'universalisme qui prend en compte tous les savoirs, tous les coutumes, qui prend en compte les différences de valeurs, de normes qui sont intrinsèques à certains pays. Et donc, moi, je me disais que aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un certain dépassement de vu justement les évolutions, les nouvelles technologies, la manière dont se fait le vote, la manière dont est pratiquée justement la démocratie? Est-ce qu'il n'y a pas un certain gap entre la jeunesse et la démocratie en tant que telle? Est-ce que la démocratie finalement est renouvelée ou est renouvelable? Voilà. Ce sont des interrogations que j'avais. Qui veut lui répondre? Honneur au professeur d'abord. Je peux répondre? Oui, bien sûr. Moi, j'ai trouvé passionnant l'ensemble de cette discussion. J'ai appris énormément de choses. Et il y a des choses qui vont dans le même sens. D'abord, ce que je voudrais dire, malgré la tonalité très critique de la démocratie au Sénégal, je voulais vous dire qu'il y a un certain nombre des traits que vous relevez. On a exactement les mêmes en France, hein. Je veux dire, on regarde, il y a une crise de la confiance comme on n'en a jamais vu. Il y a une montée de l'abstention comme on n'en a jamais eu. Dans les dernières régionales, vous aviez les 3/4 des personnes ne sont pas allées voter et 85% des jeunes de moins de 24 ans. On a un décalage croissant entre la société française dans sa diversité et dans sa réalité et le corps électoral inscrit et votant. Donc, c'est vraiment les mêmes problèmes. Et enfin, on a une hyper-présidentialisation. Alors là, la France, bravo, hein, avec Macron et un parlementarisme qui ne fonctionne plus quand on est obligé d'utiliser un article comme un 49.3
plus d'une vingtaine de fois, c'est-à-dire on supprime tous les droits du Parlement et on utilise cette technique qui fait adopter des lois sans vote, on peut se dire qu'il y a des problèmes aussi en France. Quant aux mauvaises manières des parlementaires, on en a eu beaucoup ces derniers temps du côté de la France insoumise au Parlement, il y a aussi un ras-le-bol démocratique. Et ce ras-le-bol à l'égard de la démocratie dans la jeunesse, mais c'est pas propre au Sénégal. Il y a les travaux de Foa et Munch qui sont très très critiques là-dessus et qui disent aujourd'hui c'est la génération des millennials qui est la plus critique de la démocratie, y compris dans les démocraties, les vieilles démocraties. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe partout, qui remet en cause la démocratie. À partir de là, est-ce qu'il faut trouver une autre manière de s'exprimer que le vote? Moi, je n'en connais pas. Peut-être qu'il faut essayer de revivifier la démocratie électorale. Peut-être qu'il faut la compléter avec des formes de participation locale, des participations directes, des conférences de consensus où on tire des citoyens et des citoyennes au sort et on les fait discuter sur un problème et on fait ensuite réfléchir. Il faut mobiliser plus de gens. Mais supprimer les élections, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé d'autre manière à la place. Et puisque j'ai la parole et j'en profite lâchement, j'ai une question. Et les femmes là-dedans? Est-ce qu'il y a une spécificité du comportement électoral des femmes au Sénégal? Nous, on en a en France, mais j'aurais voulu savoir comment ça se passe au Sénégal. Qui c'est qui veut répondre à la question du professeur? Je peux? Oui, bien sûr, allez-y. Je n'ai pas personnellement, et c'est sincère, hein, je n'ai pas d'éléments d'éléments ou d'analyse, d'études là pour montrer, en tout cas, du comportement, par exemple, des femmes ou lors de nos scrutins, ou en tout cas dans le système électoral en général. Mais ce qui est certain, c'est que les femmes ont une implication et une participation dans le processus électoral, effectivement, qui est extrêmement important et qui part justement du local. Et c'est peut-être là une spécificité des pays africains, c'est que des tontines organisées dans les familles, dans les quartiers, jusqu'aux associations féminines, les femmes discutent de la chose politique, les femmes s'approprient la chose politique, les femmes aident, notamment dans les périodes électorales, aident à la transmission de l'information, notamment sur comment voter, où voter, etc. L'administration s'appuie beaucoup sur les associations féminines, par exemple, pour distiller ce message-là. Donc, l'implication des femmes dans le processus électoral, il est certain. Maintenant, leur comportement ou des analyses qu'on pourrait faire là-dessus, ça, c'est peut-être un projet d'article qu'il faudra effectivement mener. Mais pour répondre à, comme je vais en profiter également, pour répondre à Dr. Ndayastou, oui, je pense que il faut questionner la démocratie, il faut l'aborder, il faut y réfléchir, il faut la challenger, en fait. Mais ce qui est sûr, à mon avis, à la savoir comment est-ce qu'on peut renouveler la démocratie. Je pars du principe que cela se fait à travers les institutions. Je fais souvent cette raison, encore une fois, avec mes étudiants, en leur disant que, comme vous êtes des amateurs de foot, vous entendez souvent, on vous dit le système de telle équipe, c'est ça, ça, ça. Mais le plus important, ce n'est pas le système, c'est l'animation qu'on donne au système. Et en matière politique, je fais exactement la même comparaison. Le système démocratique, ce n'est pas l'élément central, à mon avis. C'est comment est-ce qu'on fait vivre ce système démocratique-là. Comment est-ce que les institutions vivent. Quel est le rapport du citoyen avec les institutions. Comment est-ce que les institutions interagissent. Comment ils mettent en avant toute chose, la constitution de l'État, par exemple. Comment est-ce qu'elle prend en compte les spécificités de la nation. Tout cela, l'animation donc de système démocratique, c'est à travers cela qu'il faut renouveler et c'est en ce sens que je parlais tout à l'heure de décalage entre les et les jeunes. Les jeunes font de la politique, par exemple, sur Internet. Les jeunes parlent de politique sur Internet. Les jeunes s'investissent sur Internet à travers la politique, que ce soit dans les associations, les ONG ou autres. Mais les partis politiques classiques, les politiques classiques, souvent minimisent ce champ-là, ou bien ils l'exploitent, mais ils l'exploitent mal. Et donc, ce renouveau démocratique-là passe encore aujourd'hui, fondamentalement, ensuite
si vous prenez en compte même de l'intelligence artificielle aujourd'hui, ce renouveau démocratique-là passe indubitablement, à mon avis, par l'appropriation de la classe politique par la chose numérique. C'est fondamental. Et par le fait de restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions. Sans cela, la démocratie ne fonctionne pas. Merci, professeur. Je pourrais intervenir? Oui, bien sûr, allez-y, Monsieur Kakai. Très bien. Concernant la question des femmes en politique, je pense que avec l'évolution des perspectives genre sur le continent africain, avec les efforts des institutions internationales comme le FUNIAP, comme le PNUD et autres, je pense que la place des femmes dans le champ électoral a beaucoup évolué. A beaucoup évolué. On peut peut-être dire que dans les années 1990, on était peut-être, on avait peut-être une sous-représentativité des femmes, mais je pense que dans plusieurs pays, ce fait a beaucoup évolué. Au Bénin, par exemple, je pense qu'on a aujourd'hui une meilleure représentation des femmes au Parlement, Ouais. parce que dans la dernière constitution de 2019 et dans le code électoral, une obligation est faite aux partis politiques de positionner les femmes, et au point où je crois qu'on a au moins 24 ou 25, 26 députés femmes sur une centaine à l'Assemblée nationale du Bénin. Et on a quand même beaucoup de femmes dans les communes, et même des femmes qui sont maires dans plusieurs communes du Bénin. Je n'ai pas le chiffre en tête là pour le donner, mais je pense que dans d'autres pays comme le Niger aussi, on peut observer la même réalité, notamment dans les dispositions juridiques. Peut-être que dans la réalité, ce n'est pas encore le cas. Donc, je pense qu'on a quand même une représentativité des femmes. Bon, concernant les jeunes, je pense qu'il faut faire beaucoup attention. Je pense que sur la question de la jeunesse, il faut faire beaucoup attention. Moi, je pense que avec la précarité de l'emploi et même de la formation des jeunes, les jeunes veulent vivre de la démocratie. Ça, c'est mon point de vue. Les jeunes veulent vivre de la démocratie. Les jeunes veulent vivre des élections. Au point où, quand vous observez bien le champ électoral dans plusieurs pays, dès qu'on organise une élection, vous allez constater que les jeunes, les mêmes jeunes peuvent soutenir plusieurs candidats, par exemple. Les mêmes jeunes peuvent soutenir plusieurs candidats, par exemple. Où les jeunes soutiennent tel ou tel candidat, mais ne sont pas totalement convaincus. Peut-être que mon approche est critique, mais je pense que c'est quand même sociologique ce que je suis en train de dire. Aujourd'hui, dans la plupart de nos partis politiques, vous avez une couche juvénile très importante dans la plupart de nos partis politiques. Mais est-ce que ce militantisme politique se fait avec conviction, ou on se donne à ce militantisme pour pouvoir vivre de la politique? La question est bel et bien là. La question est bel et bien là. Et ça fait que, c'est vrai, il y a une relation entre démocratie et jeunesse, mais bon, je n'exclus pas. Et aujourd'hui aussi, le prof l'a évoqué, la présence des jeunes sur les réseaux sociaux. Mais là aussi, les jeunes sont aussi instrumentalisés par plusieurs acteurs politiques. Hein. Même au Bénin, vous avez plusieurs forums WhatsApp, plusieurs forums sur Facebook qui sont créés, et vous avez des acteurs politiques de haut niveau qui financent ces jeunes, qui sont là chaque jour à écrire des messages de soutien pour tel candidat de la mouvance, tel candidat de l'opposition. Donc, les jeunes ne sont pas forcément convaincus de ce qu'ils font, mais ils savent quand même qu'il y a un gain, il y a un gain derrière tel comportement qu'on peut adopter. Donc, Merci. Bon, d'accord, merci. Il y a des questions dans le chat. Il y a des questions dans le chat. Merci. Il faudrait peut-être aller dans le chat et
et les prendre, non? Je ne Vous vois voulez pas, que je moi. vous les lise tout haut? Je ne les Il y vois a- pas. Si, alors je lis la question. Pour Maillère, dans quel modèle faut-il intégrer les déterminants externes politiques des puissances occidentales, contrats de pêche, immixtion, repositionnement géopolitique de la Russie sur le vote? Et pour Kakaï, quelles sont les alternatives pour rendre crédible l'élection présidentielle en Afrique? Ben, la question à vous, Meyer, est posée, donc vous pouvez y répondre directement. La D'accord. première que vous avez lue. Bon, c'est une très bonne question. Ce n'est pas que ça s'intègre dans les modèles, puisque les modèles sont Oui. essayer d'expliquer comment un individu réagit à son environnement politique. Mais c'est des facteurs importants à prendre en compte. Et l'important, c'est de politiciser ces questions. C'est-à-dire, il y a une influence, il y a le colonialisme. Il y a les restes du colonialisme, il y a le franc CFA, il y a toutes les nouvelles formes de colonialisme, il y a le rôle de la Russie et le rôle de la Chine. Il y a plein de choses. Ça fait partie des processus qu'il faut avoir en tête et que les candidats et les candidates peuvent politiser. Et de ce point de vue-là, bien sûr que ça compte sur le vote. Ça peut même être un élément déterminant pour mobiliser, hein, de Mm. parler de ce qui reste du colonialisme. On a les mêmes débats en Europe, hein, sur qu'est-ce qui reste que de la politique coloniale et du décolonialisme. Donc, ça, c'est un vrai débat. Donc là, je pense que c'était une très bonne question. Et maintenant, c'est pour professeur Kakaï, les alternatives pour rendre crédible l'élection présidentielle en Afrique. Monsieur Kakai. Bon, merci beaucoup. Merci. Bon, je crois que c'est une question difficile, hein. C'est une question très difficile à répondre. Mais je pense quand même que le socle, c'est l'éducation à la citoyenneté. Je pense que le socle, c'est l'éducation à la citoyenneté. Une éducation à la citoyenneté qui n'est même pas un projet démocratique dans certains pays, qui n'est même pas un projet des partis politiques, qui n'est pas non plus un projet de nos États. Au Bénin, par exemple, vous avez peut-être l'ambassade des États-Unis, vous avez le projet NID des Pays-Bas. Ce sont des institutions étrangères qui s'occupent, par exemple, en tout cas, je parle du Bénin, ce sont des institutions étrangères qui s'occupent là de la formation des citoyens. Et ça pose un problème. Quand un citoyen ne connaît pas la constitution de son pays, quand un citoyen euh, ne peut pas soutenir euh, avec avec aisance un débat citoyen, je pense que ça va être difficile pour nous de changer ces comportements. Et donc, moi, je pense que euh, ce que nous devrions faire en Afrique, c'est d'assurer d'abord une éducation à la citoyenneté, une éducation de base à la citoyenneté. C'est ce que je peux dire. Parce que le problème, c'est, en fait, pour moi, la démocratie est un jeu d'acteurs. Nous faisons de la démocratie ce que nous voulons. Nous faisons de la démocratie ce que nous voulons, tout comme les Occidentaux aussi font de la démocratie ce Oui, qu'ils veulent. Est-ce que ouais? Ah, donc, à partir de ce moment-là, si nous voulons améliorer nos comportements démocratiques, nous devons nous éduquer à la citoyenneté. Voilà. Très Merci bien, beaucoup. très bien. Merci beaucoup. J'ai M. Sarr qui veut intervenir. Oui, très rapidement, c'était pour aller dans le sens, en apportant peut-être une précision sur l'intervention du professeur Kakaï. Et c'est lié à qu'il nous a posé au quoi on vote. Et ça, c'est effectivement lié au fait, à mon avis, que quand vous avez un État qui est présent, par exemple, sur l'entièreté de son territoire, et que les citoyens arrivent à s'identifier avec un sentiment de patriotisme, d'appartenance, de citoyenneté, justement, par rapport à cet État-là, là, les citoyens comprennent pourquoi ils votent. Si, à la frontière malienne avec le Sénégal, l'État est présent, et la présence de l'État est multiple, ce n'est pas seulement la police, la gendarmerie, c'est des écoles, c'est des hôpitaux, c'est des services publics de qualité. Quand le citoyen voit cela, son sentiment d'appartenance à la nation et donc son sentiment de lien avec l'État et il l'accepte. Et il comprend dès lors que l'élection, c'est une modalité, peut-être parmi tant d'autres, de consolider justement cet État-là dans sa localité. Parce que nous sommes dans un continent où nous sommes très locaux. Et ça également, c'est quelque chose à prendre en compte. Nous sommes, je dirais même, plus local que national. Souvent, dans beaucoup d'États africains, la localité, la communauté est extrêmement plus forte que le national ou que la dimension étatique. Et donc, le fait
beaucoup plus, plus on aura des États présents qui investissent dans l'éducation, dans la santé et qui créent un sentiment d'appartenance des citoyens, plus les citoyens vont s'approprier l'État et vont s'approprier la manière dont on va désigner les responsables des États, donc l'élection jusqu'à présent qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est le moyen qu'on a trouvé le plus adéquat pour le moment. Merci beaucoup, professeur. Il y a Ismaël Silla qui pose la question à vous tous. Est-ce que l'élection est un idéal démocratique? Ouais. On répond tous les trois? Qui veut répondre, en fait? Prenez la parole si vous celui qui a envie de répondre. C'est pas l'élection qui est un idéal. Une élection, Oui. ça veut rien dire. Il y a des élections qui ne sont pas démocratiques. Il y a des démocraties qui sont purement électorales, mais il n'y a aucune démocratie derrière. Une démocratie, c'est l'adhésion à des valeurs de base. Universalisme, égalité, absence de discrimination, plus tous les droits et libertés fondamentales d'une démocratie. On parle beaucoup aujourd'hui des démocraties illibérales. On fait des élections, mais c'est pour revenir à ce qui a été dit au début, c'est de la démocratie d'apparence. Donc, l'élection en soi, ce n'est pas l'idéal démocratique. Ça dépend comment on envisage l'élection. C'est beaucoup plus complexe. Ça ne suffit pas. Tout à fait. Quelqu'un veut apporter un complément ou... Oui, je partage le point de vue du prof. L'élection en soi ne peut pas être un idéal démocratique. Non, je ne pense pas. C'est un élément des éléments de démocratie, tout simplement, dirais-je. Oui. J'ai raison. Oui. Voilà. L'élection, elle seule, ne fait pas la démocratie non plus. Voilà, c'est ça. C'est un élément. Absolument. Absolument. Monsieur Papa Sambambeng, vous voulez poser une question? On vous écoute. Oui, merci. Bonjour à tous et merci de m'avoir donné la parole. En fait, je voudrais juste poser une question au professeur Mayer. Bon, comme vous venez de le montrer, l'élection, dans toutes les démocraties, on fait le procès de l'élection parce que cette dernière est insuffisante pour qualifier une démocratie. C'est pourquoi même certains auteurs vont jusqu'à écrire des ouvrages, par exemple comme David Van Reybrouck qui écrit un ouvrage intitulé Contre les élections, juste pour montrer que l'élection n'est plus le seul facteur déterminant pour jauger une démocratie. Et sur ce, Pierre Rosanvallon, par exemple, a donné des pistes de solutions. Par exemple, lui, il essaie de théoriser la contre-démocratie et il dit que cette contre-démocratie n'est pas le contraire de la démocratie, c'est plutôt la forme de démocratie qui conforte l'autre. La démocratie des pouvoirs indirects disséminés dans le corps social, la démocratie permanente de la défiance face à la démocratie épisodique de la légitimité électorale. Donc pour lui, pour venir à bout à cette crise de la démocratie, il faut une contre-démocratie. Et selon lui, les modalités de mise en œuvre de cette contre-démocratie sont des pouvoirs de surveillance, des formes d'empêchement, mais aussi des mises à l'épreuve du jugement. Donc, ma question est de savoir, professeur Mayer, est-ce que, par exemple, est-ce qu'il n'est pas pertinent d'essayer d'expérimenter cette contre-démocratie théorisée par Pierre Rosanvallon? Est-ce qu'il n'est pas pertinent de l'expérimenter au Sénégal pour essayer de venir à bout à cette crise de la démocratie représentative ou de la démocratie électorale? Merci beaucoup. Est-ce que je peux répondre? Oui, bien sûr. Mais à ce moment-là, c'est la même chose en France et au Sénégal. Dans les deux cas, il faut revivifier la démocratie. Il faut qu'il se passe quelque chose entre les élections. Il faut qu'il y ait, et quand il parle de cette contre-démocratie, il note la vitalité d'un certain nombre de mouvements sociaux. Donc, les mouvements sociaux, c'est une manière de revitaliser la démocratie, l'organisation la vie associative locale, la solution de problèmes localement au cas par cas, du genre en France, territoire zéro chômage, c'est tout à fait important pour que on ne peut pas réduire la démocratie à des élections une fois tous les 6 ans, une fois tous les 5 ans. Je suis entièrement d'accord. Et effectivement, il y a tout un tas de formes de la participation, c'est le grand mot, parfois ça peut être un peu creux, mais trouver des formes d'association, de participation des citoyens et des citoyennes aux problèmes concrets de tous les jours, dans l'intervalle des élections,
ça me semble absolument fondamental. Donc, je suis tout à fait d'accord avec Pierre Rosanvallon. Pour nos deux pays. Bien. Monsieur Baldé, vous voulez intervenir? Bon. Monsieur Baldé? D'autres questions? Et Astou, Ah, oui. ouais. Je voulais juste revenir sur la question des femmes tout à l'heure. Oui. Je pense que je pourrais apporter quelque chose, sachant que j'ai travaillé là-dessus, surtout s'agissant justement du type de participation des femmes en politique. Et il s'était agi justement de faire ce travail-là sur le Burkina Faso et le Sénégal. Et pour ce qui est du Sénégal, essentiellement, puisque la question du professeur Mayer, ça concernait le Sénégal, il faut voir qu'il existe encore une certaine phallocratie au sein même de ce qu'on appelle les organisations politiques, c'est-à-dire les mouvements et les partis politiques. Dans les mouvements et les partis politiques, le rôle des femmes est assez spécial. Il est encore au stade d'animation, de folklore, très souvent. Ce qui l'explique, c'est que ce sont ces femmes-là qui ont tendance à mobiliser justement en période de campagne électorale, en période de pré-campagne électorale. Et donc, ce n'est pas forcément un rôle significatif en termes de représentation. On reviendra sur la représentation. Aussi, il y a le fait que au sein des partis politiques, très souvent, les réunions se tiennent à certaines heures, à des heures où les femmes ne peuvent pas venir. Pas disponibles, et donc elles ne viennent pas, elles n'occupent pas les postes de pouvoir, elles ne sont pas dans le bureau politique, par exemple, des partis. Je disais tout à l'heure, en termes de participation, en termes de représentation, finalement, au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la loi sur la parité. C'est pas qu'elle est respectée, parce qu'elle n'est pas respectée partout. On peut citer notamment le cas de Touba, où la parité, en fait, n'est pas, je ne vais pas dire significative, mais n'est pas acceptée. Il y a une liste durant l'élection locale ou encore l'élection législative, les élections législatives. Il y a une liste, en fait, du marabout. Il y a une liste de Touba, et cette liste-là n'est pas paritaire. Ce qui fait que, par exemple, à l'Assemblée nationale, on n'a pas 50-50, on a 48 et quelques, et puis 49 et quelques, 49 pour les hommes. Mais il faut aussi questionner qui sont les femmes qui sont dans ces instances-là. C'est souvent encore ce rôle d'animation qui revient. Très souvent, ce sont ces femmes qui sont à l'origine des bagarres qu'on voit à l'Assemblée nationale ou qui provoquent aussi les bagarres à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que ce sont des femmes qu'on amène qui ont un certain accoutrement, qui font de l'animation, qui n'apportent pas un plus-value, en fait, en termes de débat, en termes de richesse dans les débats idéologiques, entre autres. On en a très peu. Et donc, le rôle des femmes en termes de participation politique est aujourd'hui très mitigé. Et c'était le cas aussi au Burkina Faso, où ce n'était pas forcément une loi de parité, c'était un autre type que j'oublie, mais en tout cas, il y avait cette dissonance-là en termes de représentation, la représentation des femmes, malgré ce qu'on peut concevoir, ce qu'on peut distinguer comme amélioration, reste très, très, très mitigée dans le fond. Dans la forme, maintenant, il y a une amélioration, effectivement, si on compte le nombre, voilà. Mais dès qu'on rentre dans le plus-value, dans l'idéologie, dans les débats structurels, dans les débats économiques de fond, dans les débats politiques, dans les débats sociologiques, il y a un manquement qu'il faudrait interroger. Maintenant, en termes de représentativité, le Sénégal, le Burkina, l'Afrique en général se portent mieux même que l'Europe en termes de représentation. Oui, effectivement. Je voudrais peut-être rajouter juste quelque chose. C'est aussi pour dire que un peu dans la même foulée que ce que dit Ndeyastou, c'est quand même des phénomènes nouveaux et donc c'est un processus. Oui. Moi, j'ai vu ça, par exemple, en Afrique du Sud, on a été obligé de mettre
en place, enfin, pas pour les femmes, mais l'équivalent un peu pour les Noirs. On a mis en place un Black Economic Empowerment pour accélérer un peu l'arrivée des Noirs, disons, dans des sphères de décision et de management. Et évidemment, derrière, ce qu'il a fallu faire, c'est, on observe un peu ce qu'on voit un peu au Sénégal aujourd'hui avec les femmes, c'est-à-dire qu'il y a la représentativité, mais ensuite, derrière, évidemment, il n'y a pas le savoir-faire, il n'y a pas les compétences. Et donc, ce qu'il faut faire dans une deuxième phase, c'est évidemment accompagner ces personnes-là pour pouvoir faire le travail. Et je pense que pour les femmes, c'est aussi ça qu'on observera, parce que déjà, quand on regarde un peu aujourd'hui dans les études au Sénégal, on voit qu'il y a plus de jeunes filles qui arrivent déjà au bac que de garçons. Et donc, forcément, Oui. beaucoup plus tard, dans quelques années, on aura beaucoup plus de femmes, disons, dans les sphères politiques aussi, que ce soit dans dans tous les secteurs de l'économie nationale, on va avoir de plus en plus de femmes. Et on aura de plus en plus de femmes formées. Donc, je pense que c'est juste une question de temps, Oui. mais qu'on dépassera un peu effectivement ces personnes dont parle Ndeyastou, qui sont accoutrées d'une drôle de manière et qui font juste du tapage, qui sont en fait des apporteuses de militants. En fait, c'est plutôt ça. Donc, elles apportent plus des militants qu'elles ne soient des l'élite dans les partis politiques. Voilà ce que je pourrais rajouter. On va peut-être prendre une dernière question le débat est très intéressant, j'avoue, mais là, on est presque à la fin du temps qui nous était imparti. On peut prendre une dernière question s'il y a quelqu'un qui veut poser une question ou un complément d'idée, je ne sais pas. Il y a une question dans le chat, Oui. je pense. Oui, dans le chat, voilà, vis-à-vis des problématiques, est-ce que le vrai problème n'est pas lié à un manque de culture politique par rapport à ces femmes? Oui, absolument. Oui, bon, je pense que c'est ce qu'on vient d'expliquer tout à l'heure en réalité. Oui. Hein? Mais est-ce que c'était pareil en France quand on a donné le droit de vote aux ouvriers? Il y avait tout un tas de gens qui se bouchaient le nez en disant donnez le droit de vote aux ouvriers, mais vous n'y pensez pas. Ils sont ignorants. Il y a un moment, il y a un temps pour l'apprentissage. Quand on a voulu donner le droit de vote aux femmes, il y a eu une bronca à l'Assemblée nationale et au Sénat avant-guerre pour dire mais vous n'y pensez pas, elles vont voter comme le mari et le curé. Mais ça veut dire qu'il faut donner du temps au temps, qu'il faut une période d'apprentissage et que bien sûr, avec le temps, elles en deviendront tout à fait capables. Absolument. Tout à fait, tout à fait. Bon, ça, c'est les processus de changement qui ne vont jamais tout seuls. On avait eu Mme Cresson qui était venue par ici au Sénégal et nous expliquer que quand elle a été nommée Premier ministre à l'Assemblée, c'était toujours très difficile pour elle, que c'était des machos qui se levaient, il entendait toutes les phrases du monde. Bon, voilà, et maintenant, ce n'est plus le cas du tout. Ouais, les premières fois sont toujours difficiles. Bien, eh bien, il me reste à vous remercier, Monsieur et Madame les panélistes. Ce fut très intéressant. Merci beaucoup, Madame Meyer. Merci beaucoup, Monsieur le professeur Kakaï. Merci beaucoup, professeur Sarr. Et Ndeyastou, merci bien de m'avoir permis de modérer un peu ce panel qui était fort intéressant. Merci beaucoup et à bientôt. Merci de nous avoir invités. Merci beaucoup. C'était passionnant. Merci mille fois. Et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bon week-end. Merci. Bon week-end. Au revoir et merci. Au revoir. Bye bye. Ouais. Bye bye. Bye bye. Ciao. Bye bye.